Salut, c'est Chevalier Chaka. Ça fait longtemps? Ça fait longtemps. Bref, Konosuba. Il y a un peu plus de 5 ans, je sortais une petite vidéo nulle dans laquelle je me demandais pourquoi cette série que j'aimais tant n'avait pas le droit aux honneurs d'une sortie officielle en France. Et quand je dis série, je veux dire la franchise, mais sous toutes ses formes. Animé, manga, film, light novel, Dakimakura... Rien n'était disponible. En plein boom du genre isekai, je trouvais très étrange qu'un des titres les plus populaires au Japon se voyait ainsi ignoré, et j'avais essayé de comprendre pourquoi. Mais désormais, c'est terminé. On a tout. Tout. Enfin, il manque certaines choses essentielles, mais on a le principal. En ce qui concerne l'anime, les 3 saisons, le spin-off et le film sont disponibles sur Crunchyroll. Et pour ce qui est du format papier, nous avons le manga et le light novel, oui, le light novel, chez Meian. Et donc, j'imagine que je dois le dire. Merci Meian. Ah, j'ai du sang dans la bouche. Ce qui fait que ma vidéo, en plus d'être nulle, est devenue obsolète. Et c'est mieux ainsi. Enfin, je crois. Pourquoi un tel revirement? Qu'est-ce qui a enfin motivé les éditeurs à se pencher sur cette œuvre? Bah j'en sais rien. Non, vraiment, je ne sais pas. Si vous vous attendiez à ce que je réponde à cette question, vous pouvez partir parce que je n'ai rien trouvé. Et pour le coup, ça ce n'est pas vraiment grave. Car ce n'est pas de ça dont j'ai envie de parler. Ici, je veux juste parler de Konosuba. Et de l'amour que j'ai pour cette série, ses personnages, son univers à la fois basique, mais pourtant si maîtrisé. Alors, désolé si c'est un peu décousu, mais cette fois, je vais me faire plaisir. Tout simplement. Konosuba, je l'ai déjà résumé la première fois, mais si je devais le refaire, je dirais qu'il s'agit du groupe de jeux de rôle le plus dysfonctionnel possible, qui s'associe pour diverses raisons dans la quête consistant à vaincre le roi démon. Et attention, si vous voulez éviter les spoilers, vous feriez mieux de partir. C'est bon? Tout le monde est parti? Ok. Spoiler, ils réussissent. Bon, en réalité, c'est une fausse révélation, car on s'en doute dès le début. Mais comme souvent pour ce genre d'œuvre, ce qui compte, c'est le voyage, et pas la destination. Konosuba a beau avoir une intrigue aussi complexe qu'un RPG sur console NES, ou une campagne d'une boîte d'initiation à Donjons et Dragons, avec ses généraux à affronter, le gain d'XP des protagonistes, et le déblocage de compétences jusqu'à l'affrontement final. Sauf que ce n'est pas là que réside le cœur de la série, mais bel et bien dans son exécution. Et là-dessus, Konosuba est une œuvre qui sait surprendre en bien comme en mal. Pour une fois, partons de la base, c'est-à-dire le light novel. Rédigé par Natsume Akatsuki et illustré par Kurone Mishima, les péripéties dysfonctionnelles de Kazuma et son groupe s'étalent sur pas moins de 17 tomes. Ce qui est finalement assez raisonnable en termes de durée. Et pour le coup, c'est plutôt un bon point. Car comme nous allons le voir, du fait de sa structure volontairement redondante, prolonger l'expérience aurait été une belle erreur. Des mêmes auteurs, on a également eu un spin-off consacré à son archimage monomaniaque de l'explosion, quelques recueils d'histoires courtes, et sinon on a eu pas mal de romans écrits par d'autres auteurs, mais ils ne nous intéresseront pas ici. Et donc, ce light novel, qu'est-ce qu'il vaut finalement? Eh bien, c'est une véritable montagne russe. On monte à des sommets de qualité pour plonger dans des profondeurs abyssales de médiocrité. Parce que c'est malheureusement ainsi que je l'ai vécu. J'entends par là qu'on navigue entre des tomes exceptionnels et d'autres absolument parfaitement exécrables. Konosuba n'est pas une œuvre régulière, même si ça fait aussi partie de l'attachement que j'ai pour elle. Si vous vous laissez tenter par sa lecture, vous verrez probablement rapidement ce que je veux dire par là. A contrario de SAO et son auteur clairement néophyte à ses débuts, mais qui au fil de ses écrits monte en puissance, du moins jusqu'à la fin d'Alicization, Natsume Akatsuki, lui, a tout de suite un style efficace et un humour plutôt incisif. Même si peut-être un peu trop visuel à ses débuts, et faisant plus penser à un scénario pour un anime, et pas forcément à un roman au sens où on l'entend. Malgré tout, même si ce n'est pas toujours adapté au support, on ne peut pas ignorer l'inventivité et cette façon qu'a le roman de rire du genre, tout en lui montrant toujours un grand respect et sans jamais s'en moquer. Konosuba n'est pas une parodie d'isekai qui serait drôle parce qu'elle se moque du genre, c'est un isekai comique des plus sincères, qui tire son humour de l'incompétence de son groupe. Et même si l'univers est effectivement rempli de personnages complètement frappés, il respecte toujours la logique et la mythologie établies par ce monde. Nous ne sommes donc pas dans la bête facilité, et ça, c'est grâce à son casting. Si l'on prend le cas de Kazuma, il est détestable, mais de la bonne manière.
On adore haïr ce type un peu lâche et parfaitement hypocrite, rejetant toujours la faute sur ses partenaires, ne se remettant jamais en question. Alors que parfois, c'est bel et bien ses propres limites en tant qu'aventurier, la classe la plus faible de ce monde, qui pénalise son groupe. Mais comme tout bon héros, il n'est pas totalement sombre et sait faire preuve de bravoure quand il s'agit de sauver ses camarades. Ou plutôt, briller devant eux. Parce que ce n'est jamais motivé par un but noble comme celui de sauver le monde. Mais c'est cette limite qui le rend finalement si humain et donc si attachant. Sauf que des fois dans les écrits, l'auteur est un peu trop ambigu. Difficile de savoir si Kazuma est réellement tourné au ridicule par les situations qu'il vit, ou si les piètres excuses qu'il avance parfois ne sont pas juste là pour justifier son comportement, et donc d'une certaine manière, excusées par son auteur. Aqua est inutile et lui tape sur les nerfs, Darkness est une masochiste qu'il faut toujours maîtriser, Megumin est une terroriste en puissance. Oui, c'est très souvent vrai, mais pas toujours. Donc à quel moment elles sont vraiment fautives, et quand est-ce que Kazuma fait preuve de mauvaise foi? C'est bien le problème en light novel, on ne le sait jamais vraiment. Car Kazuma semble avant tout subir et n'est que très rarement présenté comme le coupable. Une des limites du light novel est de son récit à la première personne la plupart du temps. Nous n'avons qu'un seul point de vue. Et là, on parle du développement des personnages. Car ce malaise au niveau d'écriture se ressent aussi au niveau de la comédie. L'humour graveleux de Konosuba vous fait rire? Eh bien vous allez être servi, car le light novel n'hésite pas à y aller à fond en termes de mauvais goût. Du coup, comment ne pas citer la fois où notre héros s'est vu enfermé avec l'une des filles du groupe dans une chambre en tenue légère, en pleine nuit. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est sans compter les fois où il est coincé avec un personnage féminin voulant aller aux toilettes, 1 fois, 2 fois, 3, mais non mais là c'est une fixette. Il faut se le dire, plus d'une fois le light novel plonge dans le graveleux, tellement profondément qu'il en redéfinit le sens de lourdeur. Et dans ces moments-là, la lecture devient pénible, voire exaspérante. Natsume Akatsuki aime l'humour un peu bas du front, ou pour être limpide, en dessous de la ceinture, mais qui n'est pas toujours bien amené. Et dans ces moments-là, on attend avec impatience de finir notre lecture. Et ce n'est pas une image ou une jolie formule. On passe de tomes qu'on pourrait aisément qualifier de réussite, à ceux plus douteux, qui ne racontent de prime abord pas grand-chose non plus, et qui alignent les situations, plongeant le récit dans les toilettes. Littéralement. Mais attendez, je commence par une déclaration d'amour, et j'enchaîne en cassant du sucre sur le dos pratiquement depuis le début. Je suis bipolaire? Oui, mais là n'est pas le sujet. Je vous l'ai dit, le light novel est une véritable montagne russe, et puis tout ce que je viens de citer juste avant n'est pas forcément mauvais, c'est plus la redondance un peu facile qui rend les situations un peu crispantes. Et puis j'ai préféré commencer par le fond, avant la remontée. Déjà parce que c'est plus accrocheur, mais surtout parce que je voulais d'abord balayer les défauts avant d'en venir aux qualités. Car quand Konosuba se lance, il se lance vraiment. Sauf que dans son support original, ses faiblesses nous sautent fatalement à la figure, et donc en faire abstraction me paraissait compliqué pour commencer. Je n'ai rien contre les blagues un peu scato, ni contre le comique de répétition, ou encore les situations amenant à du ecchi un peu grossier, je serais assez mal placé pour le reprocher. Mais quand tout ce joli petit monde se mêle, ça ne fait pas franchement des étincelles. Mais alors quoi? Le light novel n'est pas si bon que ça? Eh bien non, il ne l'est pas. Surtout si vous avez commencé par l'anime. Mais avant de parler de celui-ci, laissez-moi quand même le réhabiliter un minimum. Oui, le light novel de Konosuba, c'est beaucoup de haut pour tout autant de bas. Mais le fait est que, plus ça avance, plus ça devient gênant, et proportionnellement, plus ça devient bon. Si vous êtes prêt à passer outre vos a priori, c'est-à-dire accepter que vous allez plus d'une fois grincer des dents, vous ressentirez cet attachement, cette proximité envers les personnages principaux un peu inexplicable. Et même si cela semble contradictoire, cette récompense en vaut la peine. Le light novel est comparable à un diamant brut, il faut savoir sous quelle lumière le regarder pour en apprécier l'éclat. C'est ce que je vais essayer de vous transmettre ici, que ce soit dans son humour un peu lourd, ses personnages caricaturaux ou encore son univers simple, pris sous un autre angle, tous ces aspects ont du bon. Maintenant c'est vrai, il y a l'adaptation anime. Et Bigre de Fichtre, qu'est-ce qu'elle est bonne. D'abord, on va casser ce fichu préjugé. Les 2 premières saisons sont réalisées par le studio Dean. Ok, et là, beaucoup vont se mettre à penser « Quoi? Le studio Dean, ces animateurs au rabais qui ont fait Feste Night ?» Bon, j'espère que ceux qui sont abonnés à ma chaîne n'ont pas pensé ça, hein? Quoi, ma vidéo sur le culte des studios, tout ça, ça vous parle? Ne répondez pas, ça risque d'être vexant. Je ne crois pas en l'idée qu'une série peut être jugée via un label.
tout dépend du staff. Et si Dean a effectivement échoué ici et là, ce n'est déjà pas le seul studio, et ils ont réussi à montrer leur valeur de nombreuses fois. Konosuba en est la parfaite démonstration. Car en jouant à ce petit jeu-là, la série est passée entre les mains de plusieurs studios justement. Dean, JC Staff, et désormais le tout nouveau studio Drive. Si pour ce dernier on peut trouver que le spin-off dédié à Megumin était un peu plus brouillon, on peut aussi rétorquer qu'il s'agissait d'un tour de chauffe. Sauf que non, comme on va le voir. Car malgré tous ces déménagements, peu d'entre nous seraient en mesure de dire que ce monde merveilleux est autant voyagé. Et cela, nous le devons à deux personnes. Le réalisateur, Takaomi Nakazaki, et son chara-designer, ainsi que directeur de l'animation en chef, Koichi Kikuta. Or, ce sont eux qui ont apporté cette constance tout du long. Koichi Kikuta a amené une philosophie spécifique à sa façon de concevoir le travail. En effet, un directeur de l'animation a pour but de rendre l'ensemble entre chaque scène cohérent, car plusieurs animateurs travaillent dessus, cela passant généralement par les décors, les corps et les visages. Kikuta avait sa propre approche, ses corrections avaient pour but d'apporter cette fameuse cohérence globale, mais il ne voulait pas retoucher les visages. Il préférait laisser le champ libre à ses animateurs quant à la façon dont s'expriment les émotions des personnages, ce qui donne à l'adaptation ce rendu si particulier, avec ses faciès qu'on pourrait, à tort, qualifier de laids, et ses séquences dignes des Looney Tunes. C'est ce qui joue un rôle majeur sur l'identité de Konosuba aujourd'hui. Lui-même admettait s'être éloigné du chara-design original un peu kawaii de Kurone Mishima. Et pour être franc, c'est pour moi un aspect crucial quant à la réussite de l'adaptation. Effectivement, si l'on se penche sur les illustrations de Mishima, il s'en dégage quelque chose de charmant, d'un peu moé. Oui, les chara-design restent les mêmes, mais au final, le rendu global est assez waifu-friendly, pas forcément le plus adapté pour une comédie. Et à mon avis, cela aurait posé problème en l'état. Beaucoup de blagues de l'œuvre sont en dessous de la ceinture, mais de par les faciès profondément exagérés, déformés, maltraités par la philosophie de Kikuta et de ses animateurs, on en vient à en rire et à prendre ça au second degré, voire au 3e, 14e degré. Maintenant, imaginez les mêmes gags avec des personnages féminins plus kawaii ou plus sexy, comme ils le sont à l'origine. On peut ressentir un certain malaise dans l'humour de Konosuba, alors imaginez avec un rendu plus attrayant. Ce malaise se serait vu démultiplié. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a sans doute permis d'apprécier le light novel beaucoup plus facilement. Ayant commencé par l'anime, j'avais globalement en tête cette vision des personnages un peu amochés par ce qui leur arrivait, et les illustrations plutôt jolies restaient en cohérence avec les moments un peu plus soignés et intimes du récit. Car Konosuba n'est pas que Van Potash, mais on y reviendra. Bref, Koichi Kikuta n'a beau être co-design, c'est sans doute lui qui a apporté la philosophie qui a permis cette réussite. Évidemment, soutenu par son réalisateur, aussi à l'aise avec l'humour au pas du front que les moments épiques. Ne croyez donc pas que je minimise l'impact de Nakazaki. Les deux sont essentiels. Et la preuve, une fois encore, que tout passe par le staff. Car après 3 saisons, un film et un spin-off au moment de cette vidéo, l'adaptation ne faiblit pas. Au contraire, elle rend des tomes assez futiles à l'origine en arc vraiment réussi. Prenons le tome 6, La Princesse des Neiges, avec Iris par exemple. Entre Kazuma qui harcèle les domestiques, Kazuma qui se comporte comme un noble hautain, Kazuma qui prend un bain en prenant le corps d'une petite fille, si vous ne l'avez pas lu, eh bien c'est toute une expérience. Rattrapé de justesse par sa dernière partie, mais pas un si bon moment. Et j'avais déjà les dents qui grinçaient à l'idée de devoir passer par là dans la saison 3. Sauf que l'anime a fait comme d'habitude, et comme toute bonne adaptation devrait faire, elle s'est approprié le matériel, a retiré le superflu, et a tiré le meilleur de ses qualités. En gros, c'est tout ce que je voudrais pour SAO depuis plus de 10 ans, un anime qui améliore son matériel original. Parce que dans les deux cas, ils ne sont pas parfaits, mais ils possèdent assez de qualité pour être revisités de manière intelligente. Mais là s'arrêtera le comparatif, car le light novel Konosuba n'est pas non plus aussi brut que SAO. Et on parle avant tout d'une comédie isekai avec un univers de fantasy RPG assez classique. Et je l'ai dit, les écrits de Natsume Akatsuki restent bourrés de qualité. En tête, l'humour, et cela même au-delà des gags au niveau du slip. Il y a un amour de l'absurdité qui, même s'il est encore plus drôle une fois adapté, eh bien il faut l'admettre que les gags sont présents tels quels dans le light novel. L'anime les améliore, les renforce, mais ne les invente pas. Ce qui fait que les découvrir à l'écrit reste plaisant. Dans cet humour, il y a la façon dont l'auteur joue des codes de son univers. Non, il ne les casse pas, et il serait temps d'arrêter d'utiliser cette expression pour un oui ou pour un non. Disons surtout que, bien conscient des limites assez simplistes de son monde, et que son récit ne lui permettra pas de le développer de manière dense, ou alors au risque de devenir profondément ennuyeux, le romancier va surtout plaisanter de tout ça, et en faire sa force,
À chaque fois, nos personnages principaux affrontent ce qui peut s'apparenter à des stéréotypes de menaces RPG, mais ils seront toujours détournés de façon à rendre les choses comiques. Ainsi, on aura Beldia, un Duluan à la malédiction inefficace et mal à l'aise face aux doléances perverses de Darkness, Vanir, un vicomte des enfers qui souhaite avoir son propre donjon pour en devenir le boss final, afin de mourir comme dans tout bon scénario de jeu de rôle. Sauf que même si c'est toujours à but comique, cela n'empêche pas qu'il ne s'agit jamais d'une parodie comme je l'ai dit. Aussi loufoque que puissent être les personnages, Konosuba n'oublie pas de développer son univers. Non mais attendez, là, j'ai dit l'inverse il y a 2 minutes là. J'ai écrit ce texte complètement bourré ou quoi? Peut-être. Mais c'est parce qu'il faut faire la différence entre le monde de Konosuba et l'univers de Konosuba. Je vous jure que quand je l'ai écrit, ça avait du sens dans ma tête. Littéralement, Konosuba c'est la contraction de Konosubara Shisekai ni Shukufukuo, signifiant une bénédiction pour ce monde merveilleux. Pourtant, notre personnage principal ne cesse de s'en plaindre et de le dénigrer. Et au final, comment lui reprocher? Car même pour nous, d'un point de vue lecteur et spectateur, il est finalement assez générique. Mais surtout, on n'en voit pas grand-chose. Et c'est sans doute pour le mieux. Déjà car ça permet de renforcer l'aspect comique, vu que Konosuba est avant tout une comédie, mais également un isekai. Or, le genre n'est-il pas souvent moqué pour ses univers photocopiés? Alors quoi de mieux que de faire la même chose et d'en jouer? Et Natsume Akatsuki en joue, faisant que le nombre de lieux visités durant le périple de notre groupe est finalement assez peu nombreux. D'abord avec la ville de départ, Axel, qui servirait normalement de simple lieu d'introduction dans beaucoup de récits du genre, mais qui finalement va s'avérer le fief de Kazuma du début jusqu'à la fin. Alors oui, dans le genre RPG, il existe ces villes qui servent de fief et dans lesquelles on sélectionne ses futures quêtes et où les héros finissent par revenir. Mais ici, notre groupe est tellement incompétent que c'est l'aventure qui est obligée de venir à eux, tant ils sont incapables d'aller braver le danger. Ou alors, quand ils sont motivés, ils voient leur élan coupé net, dans tous les sens du terme. Alors ça va changer par la suite, néanmoins beaucoup de boss seront combattus dans Axel. Quand ce n'est pas le cas, les rencontres se feront majoritairement de manière fortuite. Et comme pour vouloir donner raison à ce pauvre Kazuma, chaque endroit visité sera encore plus dangereux que le précédent. Arcalencia, le fief de l'ordre d'Axis, le village des démons écarlates et ses mages complètement timbrés, la capitale royale mais qui est sous un siège constant. À chaque fois, l'endroit semble pire que le précédent. Du coup, c'est effectivement Axel qui semble la ville la plus agréable. Mais on ressort de tout ça en se disant que la géographie visitée est assez chiche. D'ailleurs, c'est bien simple, il n'y a même pas de carte officielle dans les romans. Assez surprenant, mais en fin de compte, assez génial. Justement et parfaitement dans l'esprit de l'œuvre. Combien de light novels se plient à l'exercice et se retrouvent à pondre des cartes insipides au possible qui ne servent au final à rien du tout. Avoir une carte pour faire semblant d'avoir un univers dense sans savoir s'en servir ou qu'elle soit générique au possible, à quoi bon? Autant se concentrer sur autre chose. En tout cas, le monde de Konosuba est effectivement loin de faire rêver. Pourtant, comme Kazuma, on finit par s'attacher profondément à ce lieu. Pourquoi? Pour un autre élément tout aussi défaillant, mais ô combien attachant, ses personnages. C'est finalement la fondation de toute bonne série, de bons protagonistes. Et sur cet aspect, Konosuba est très bien loti. Principalement, ou si ce n'est pas uniquement, le groupe de base. Car à l'image de son monde, la série a beau avoir un nombre conséquent d'acteurs, Akatsuki ne perd jamais de vue ses 4 personnages principaux, quitte à faire l'impasse sur le reste du casting. En clair, à part une poignée de second rôles récurrents, comme Nyun, Whis, Chris ou encore Vanir, a abandonné tout espoir de voir vraiment l'univers s'étoffer à ce niveau-là. Ça peut paraître déjà beaucoup, mais on parle d'une série de 17 tomes, et de fantasy, genre propice à multiplier les personnages, parfois à raison, mais souvent à tort. Par exemple, Kazuma fréquente régulièrement le groupe de Dust, Rin, Taylor, Kiss, mais leurs apparitions tiennent probablement sur les doigts d'une main. Même des personnages populaires comme Komeko, Mitsurugi ou bien Iris auront un usage surtout ponctuel. Et n'attendez pas qu'un 5e membre rejoigne l'équipe. Notre quartet restera ainsi du premier au dernier tome. Et à dire vrai, ce n'est pas plus mal. Car j'imagine que certains seraient à même de penser que les personnages principaux ne sont finalement pas tellement développés non plus, voire qu'ils sont juste conçus autour d'un gimmick dont ils ne sortent pas vraiment. Kazuma est de mauvaise foi, Aqua est inutile, Megumi monomaniaque, Darkness est masochiste. Et bah vous savez quoi, ces gens ont raison. Ils ne sortent pas de ce principe de base. Cela veut dire qu'ils n'évoluent pas?
Bien au contraire, car plutôt que de les faire changer du tout au tout, Natsume Akatsuki préfère prendre le temps de justifier pourquoi ils sont ainsi. Et pour illustrer ça, quel meilleur exemple que Megumin, franchement? Hein? En vrai, ça pourrait tout aussi bien marcher avec Kazuma, Darkness ou Aqua, mais avouez que Megumin, c'est plus vendeur. Au départ, Megumin, c'est une archimage surpuissante, mais au talent limité du fait de son sort à usage unique et beaucoup trop dangereux. Sauf qu'elle est devenue au fil du temps l'un des personnages les plus développés de Konosuba, parce que c'est le plus apprécié peut-être. C'est d'ailleurs assez ironique puisque l'auteur n'en est pas forcément un grand fan. Mais comme celle-ci a été élevée au rang d'icône, c'est elle qui, grâce à un concours de popularité, va avoir le droit à un spin-off. Et c'est peut-être la meilleure chose qui ait pu arriver à Konosuba. Si ce roman est actuellement inédit chez nous en light novel, il a été intégralement adapté par la série anime du même titre, Konosuba Rashi Sekai ni Bakuou no, ou Konosuba, une explosion dans ce monde merveilleux. Et en traînant ici et là, j'ai constaté que certains n'ont pas forcément apprécié ce travail comme ils le devaient, s'attendant sûrement à une série à l'humour potage et un rythme survolté, comme l'est son aîné. Or, ils se sont retrouvés avec quelque chose de beaucoup plus sage, plus lent, mais surtout centré sur ses personnages. Ces deux personnages. On passe donc d'une Megumin juste obsédée par son sort ultime sans autre raison que c'est cool, à une Megumin qui a dû composer tous les jours avec la pauvreté de sa famille et sa vie dans le clan le plus excentrique de l'univers, et qui est tombée par hasard amoureuse de ce sort considéré comme inutile, et ça même au cœur de son clan de cinglés. Sauf que ce qu'elle avait ressenti le jour où elle l'a découvert, rien ne pouvait lui faire oublier cette sensation. Soudainement, cet archimage monomaniaque incarne le plus fortement cette notion d'avoir un rêve, de le poursuivre envers et contre tous, en dépit même du bon sens, car ce sont ces rêves-là qui nous permettent d'avancer. Elle ira même jusqu'à hésiter au moment de sauver sa propre sœur, et c'est finalement Yun, son autoproclamé rival, qui choisit de sacrifier ses points afin de protéger son rêve. Ce qui renforce encore plus son importance, car sa meilleure amie, rivale, en arrive à dépenser ses points et mettre de côté ses propres ambitions pour protéger ce rêve qu'elle-même considère absurde. Sacrifice perpétué dans une toute autre mesure par Kazuma, qui décidera également de la soutenir dans ce choix, alors qu'elle lui proposait d'apprendre la magie supérieure et ainsi devenir une archimage complète et donc enfin utile, mais en même temps très banale. Car comme Yun avant lui, il a compris que c'est ça qui la rend heureuse. Ce qu'il a défini, c'est ce rêve. Lui retirer serait la dépouiller de son identité. Et rien que pour ça, et pour le développement de Yun, ce spin-off a fait un bien fou à l'état d'esprit que l'auteur devait adopter pour Konosuba. Et ce traitement deviendra le même pour tous les personnages. Au-delà des blagues potages portées sur les toilettes, tous sont empreints au doute, tous se remettent en question. Comme Darkness, combattante de la foi et de la vertu, mais qui le fait contre sa propre nature masochiste, posant la question des obligations dont on hérite et de qui l'on est réellement à l'intérieur. Est-elle masochiste car elle le souhaite? Ou bien cela va à l'opposé de ce qu'on attend d'elle, et que c'est sa façon à elle de se rebeller? Ou bien Kazuma, toujours plus infect avec ses compagnons, et qui semble à chaque fois s'auto-persuader que les choses ne sont pas de sa faute, alors qu'au fond, il ne tient qu'à lui de faire des efforts pour devenir le sauveur qu'il est censé être. C'est vrai qu'il n'a pas de compétences cheatées à la base, alors comment réussir à vaincre le roi démon? Peut-être tout simplement en devenant un héros? Cela dit, ma préférence va à Aqua, qui passe d'une déesse insupportable au talent limité à une déesse insupportable au talent limité. Mais avec un changement d'état d'esprit salvateur qui... Vous savez quoi? Je vous laisse le plaisir de la découverte. Et puis elle aime picoler. Dans mon livre, ça lui donne bien 4-5 points bonus. Par contre, attention, je le répète, la série n'est pas toujours d'une écriture sans faille au niveau de ses personnages. Je l'ai déjà souligné plusieurs fois, mais Natsume Akatsuki est parfois un peu fainéant. Que ce soit dans la comédie, les situations ou l'usage de ses protagonistes. Aussi, si vous êtes fan de Megumin et que vous vous réjouissez qu'elle ait eu un spin-off, eh bien, elle va le payer cher. Sachez que son rôle restera assez sommaire une fois passé un certain stade de l'intrigue. Comme si le romancier avait fait le tour du personnage et ne voyait plus l'intérêt de l'utiliser pour la seule raison qu'elle est populaire. J'ai envie de dire, il a bien raison. Mais cela reste assez frustrant de voir tout ce beau monde avoir des moments de fulgurance pour passer le reste du temps sur la touche. Heureusement, quand ils interagissent, c'est toujours de manière passionnante. Ce qui est l'une des forces du récit, puisque son fil rouge, assez prévisible, file tout droit jusqu'au final attendu depuis le départ. Et passer cette frustration et cette simplicité,
Konosuba conserve un ultime atout dans sa manche. Pas son histoire. Non, ses histoires. Oui, l'univers de la série est assez cliché. Non, il l'est même complètement. Rien que dans l'anime, la ville d'Axel est une pâle copie d'autres villes isekai. Sûrement fait exprès pour se moquer gentiment du côté ultra générique, mais ça n'est pas un argument. Dire ouvertement au public qu'on a fait du cliché ne rend pas le cliché plus méta et moins cliché pour autant. Ça, c'est un argument fallacieux, hein. On est dans une histoire fonctionnant littéralement comme un jeu vidéo, avec sa guilde pour prendre les quêtes, la carte d'aventurier dans laquelle on dépense des points, ses jobs prédéfinis, etc. Konosuba ne cache pas et ne renie pas ses racines RPG. Alors je parle de quoi quand je cite son univers? Eh bien je l'ai dit, de ses histoires. Au pluriel. Konosuba, peut-être grâce à son postulat de comédie, peut se permettre de changer totalement de cadre et d'ambiance d'un arc à l'autre, même si jamais rien de profondément sérieux. Quoique... En tout cas, leur diversité donne un mélange improbable. Car Kazuma et ses sœurs d'armes ne vont simplement pas enchaîner les généraux du roi démon. Ils vont aller se détendre aux sources thermales, aller parier dans un casino, tenir un stand lors d'un festival, faire du babysitting, plus ou moins le babysitting. Bref, rien de très héroïque ni fantasy tout ça. Mais c'est justement cette légèreté et ce changement d'ambiance assumé qui permet à chaque fois de renouveler l'intérêt et d'éviter une structure un peu trop ronflante où notre groupe enchaînerait les boss. Et ce côté montagne russe dont on parlait au début était certes à connotation négative, mais des fois cela veut aussi dire que l'auteur s'autorise à des tomes plus calmes, moins ambitieux, afin de se recentrer sur son groupe de héros, afin de les développer, sans devoir le faire dans une série filler ou spin-off à chaque fois. Ces histoires sont tout aussi centrales dans le récit, et font partie de l'ADN de la série, et la définissent tout autant que les autres. Du coup, il est temps de conclure? Non? Hein? De quoi tout le reste? Quel reste? Oui, il y a quand même pas mal de trucs autour de Konosuba, et vu qu'on est des sacrés vénards, on a quasiment eu le droit à tout. Après avoir bien attendu, hein. On a déjà parlé du spin-off de Megumin, mais refaisons quand même un point technique. Light novel de 3 tomes qui a vu le jour suite à un concours de popularité des lecteurs, et comme on l'a dit, je pense que c'était pour le mieux. Probablement parce que privé de ses blagues trop graveleuses, l'auteur s'est concentré sur ses personnages, offrant sûrement son récit le plus touchant à travers la relation entre Megumin et Yunyun. Les péripéties restent anecdotiques, voire légèrement contradictoires avec certains éléments de la main série. Mais on tolère, car je le répète, ce n'est pas la force de l'œuvre. Et si le light novel n'est pas accessible, l'anime couvre toute l'histoire principale. Et si vous êtes vraiment gourmand, il existe de tomes bonus. Ensuite, il existe beaucoup de spin-off à l'intérêt très relatif et des compilations d'histoires courtes. Sauf que je n'ai pu lire que ce qui était publié en anglais. Et à ce jour, ces récits restent inédits chez nous. Maintenant, pourquoi pas? La fin étant assez ouverte, comme souvent pour ce genre de récit, il reste pas mal de place pour raconter d'autres histoires. Et ce n'est pas comme si connaître absolument la fin de l'arc principal était ce que recherchait le lecteur à l'origine. Si on plonge encore plus dans les bas-fonds, vous pouvez peut-être vous rassasier avec le light novel Fantastic Days, basé sur le jeu mobile du même nom. Sauf que même si illustré par Kurone Mishima, il est né sous la plume d'Hirokuma et est supervisé par le studio Thumbs Up, responsable du dit jeu. Et si j'ai passé pas mal d'heures dessus et que je pleure sa disparition... Non mais, sans rire, regardez-moi ces illustrations. Excusez-moi. L'écriture s'est toujours avérée profondément insipide, uniquement sauvée par son gameplay à la Fate Grand Order, ce qui en faisait un gacha RPG au tour par tour assez banal, mais à l'ambiance fidèle à l'œuvre. Et aux illustrations... Par contre, tous les personnages ajoutés sont complètement quelconques, ce qui qualifie parfaitement ce livre. Et c'est le même syndrome dont souffre le seul jeu console sorti sur notre continent, Konosuba Love for Discloses of Desire. C'est marrant quelques heures, mais c'est incapable de reproduire ce numéro d'équilibriste qui fait le ton de la série originale, et qui fait tout son intérêt. Quant au manga, il est laid et pas très bien adapté. Allez-y vraiment si vous êtes en manque, c'est toujours un plus de l'avoir légalement en France, mais comme souvent, c'est vraiment le support du pauvre. Maintenant, parler de tout ça... ça ne m'intéresse pas. Vous le savez, je n'ai jamais été très friand de faire de simples résumés façon page wiki. Toutes ces infos, vous pouvez les trouver ailleurs, mieux détaillées, mieux sourcées, mieux écrites. Bref, j'ai pas grand chose à ajouter. Alors, pourquoi je l'ai fait ici, vous me direz? Je sais pas.
Sans doute parce que ça a été ma première vidéo et que ça peut tout aussi bien être ma dernière. Alors, sans doute, j'ai envie de faire les choses bien. Il n'empêche que ce dont j'aime parler, c'est le ressenti. Et Konosuba a une place toute particulière dans mon cœur. Comment ça, je le dis de toutes les œuvres dont je parle? Hé! J'ai un grand cœur, vous savez. Je ne sais pas pour vous, mais Konosuba, c'est un peu ma comédie isekai idéale. Celle qui joue avec tous les clichés du genre, mais plutôt que de s'en moquer, les absorbe et les assume totalement. Et pour faire une bonne parodie, il faut aimer son sujet, pas s'en moquer. Bon, j'ai dit au départ que Konosuba n'était pas une parodie, mais c'était plus dans le sens que son humour ne se limitait pas à l'aspect isekai. Donc, Joker? Et puis des œuvres qui parlent d'un personnage envoyé dans un autre monde et qui expriment le fantasme de recommencer sa vie à zéro, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Sur plein d'aspects, beaucoup surpassent celui-ci. Dont certains dont j'avais envie de parler, mais comme d'habitude, pas le temps. Mais par exemple, je vous ai déjà longuement vanté les qualités de Mushoku Tensei, et je persiste qu'en termes de construction d'univers, de développement ou tout simplement d'écriture, le roman de Rifujin Namagonote fait qu'il n'y a tout simplement pas de match. Mais Konosuba, c'est celui vers lequel je suis toujours revenu. Malgré ces épisodes pas toujours finaux, cet homme franchement décevant, et au départ cette difficulté à se procurer quoi que ce soit, j'ai continué de suivre avec passion le groupe de Kazuma, car ils étaient dysfonctionnels, car ils me faisaient rire, car ça s'assumait à fond dans l'humour ecchi. Peut-être, sans doute un mélange de tout ça. Mais surtout, car je l'ai aimé. J'ai aimé les personnages, et encore plus aimé voir leur développement au fil des aventures. C'était finalement assez subtil, une finesse que je n'aurais pas soupçonnée. En vrai, dans la vie, on ne change jamais fondamentalement. Mais on s'adapte avec le temps, au contact des autres. Et elle est peut-être là, la véritable histoire de Konosuba. Vous êtes encore là? J'ai pourtant dit tout ce que j'avais à dire à ce stade. Bon, quoique, il me reste peut-être une dernière chose. Alors, si ça ne vous dérange pas, on va conclure sur une note un peu plus personnelle que d'habitude. Quand j'ai découvert la série, je ne faisais pas grand-chose de ma vie. Créativement, j'étais un peu perdu. Avant, je faisais des courts-métrages, mais comme je venais de déménager dans une nouvelle région, j'avais perdu tous mes acteurs, et je ne savais plus trop quoi faire de mon temps. Et professionnellement, pas mieux. Je me baladais pas mal sur YouTube, en regardant les vidéos otaku qui passaient, en essayant parfois de me mêler aux autres, mais ça n'a jamais été vraiment simple pour moi. On est otaku ou on l'est pas. Alors, après avoir essayé plusieurs fois d'en convaincre d'autres d'améliorer leur contenu, sans succès, parce que oui, j'étais ce genre de connard qui postait des commentaires pour dire « peut mieux faire ». Mais je me suis dit que je pouvais faire bien mieux en fait. Et je viens de vous le dire que j'étais un connard. Maintenant faire mieux, comment? Que faire? En quoi ce que je ferais serait vraiment si différent? Je n'en avais aucune idée. Je n'avais aucune approche. Aucun sujet. Rien. Et c'est finalement après mon visionnage de cette série, après y avoir pensé encore et encore, que cette question a fini par émerger dans ma tête. Pourquoi pas, Konosuba? Et plus j'y pensais, plus je me disais qu'il fallait en parler. Mais étrangement, personne ne l'avait fait malgré le temps qui était passé. Alors, pourquoi pas moi? Et c'est comme ça que je l'ai fait. 6 ans après, et voilà où j'en suis. Et même si ça n'a pas toujours été facile, je ne sais pas où serait Chevalier Shaka s'il n'avait pas découvert cette série. Et s'il ne s'était pas motivé à en parler. C'est peut-être là qu'il est là mon lien le plus fort. C'est peut-être pour ça que j'aime cette série à ce point. Alors, évidemment, Konosuba! Merci d'être passé me voir, et à une prochaine.